15 juin 1953, 22 heures précises, un appartement exigu du troisième étage au 226 rue Fulton, Brooklyn, New York, où l'air confiné porte l'odeur âcre du tabac bon marché et du café rassis brûlé sur une plaque électrique. L'unique ampoule nue suspendue au plafond, jetant des ombres difformes sur les murs tapissés de papier peint jauni par l'humidité persistante de l'Atlantique proche. Et là, assis à une table bancale couverte de journaux froissés du New York Times et de coupures de presse sur les tensions en Corée, se tient Viktor Ivanovitch Petrov, alias John Peters, agent illégal du KGB infiltré depuis 4 ans dans le cœur industriel américain, ses doigts calleux, marqués par les heures passées à assembler des microfilms dans des ateliers clandestins, tremblant légèrement alors qu'il plume une lettre d'amour sur du papier ordinaire, acheté dans une papeterie de quartier. Le stylo Bic bon marché grinçant contre le support improvisé d'un dictionnaire Webster usé. Chaque mot coulant comme un poison sucré dans ses veines. Car il sait, au plus profond de son être agité par le vodka ingurgité plus tôt pour noyer la solitude, que cette missive pourrait être le fil ténu qui le pendra. Vous sentez le poids de cette plume dans votre propre main, la sueur froide perlant sur votre front sous la lumière crue, le tic-tac oppressant d'une horloge murale bon marché, marquant les secondes comme des coups de marteau sur une enclume invisible, tandis que Victor relit les lignes qu'il trace. Ma chère Helena, tes yeux verts hantent mes nuits new-yorkaises, plus vifs que les néons de Times Square, et je rêve de ton corps chaud contre le mien, loin des vents glacés de la mère patrie. Il hésite, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, car sous ce vernis romantique palpite le danger absolu. Il a glissé, par inadvertance ou par faiblesse amoureuse, une référence codée à leur prochaine rencontre près du pont de Brooklyn, un mot anodin, rendez-vous sous le faucon d'acier à l'ombre du géant endormi, qui, pour un œil exercé du centre à Moscou, désigne un drop point pour transmettre des plans volés sur les missiles Nike de Fort Slocum, mais pour le FBI, ce pourrait être la clé d'un puzzle, longtemps inachevé. Dehors, la nuit de Brooklyn pulse d'une vie anonyme et grouillante, les klaxons des taxis jaunes perçant l'obscurité humide comme des cris d'agonie mécanique, l'odeur de hot-dog rôti et d'égouts débordants montant des trottoirs craquelés, et Victor scelle l'enveloppe d'un geste fébrile, léchant le rabat collant avec une langue pâteuse d'alcool et de regret, y apposant l'adresse d'Elena Kowalski, serveuse polonaise au dîner Polonia sur la 5e avenue. Une cover girl innocente qui l'a séduite lors d'une mission de reconnaissance en 1951, son parfum de jasmin bon marché encore imprégné dans sa chemise de coton usé. Il enfile son manteau gris anonyme, usé au coude par les nuits de filature, et descend l'escalier grinçant, chaque marche gémissant sous ses bottes cirées à la va-vite, le revolver Makarov dissimulé dans sa ceinture pesant comme un serpent froid contre sa hanche, prêt à mordre au moindre soupçon. La boîte aux lettres rouillée, encastrée dans le mur d'un immeuble voisin sous un réverbère vacillant qui projette des flaques d'ombre huileuses sur le bitume mouillé par une averse récente, avale l'enveloppe d'un claquement sec, et Victor s'éloigne d'un pas rapide, le cœur cognant dans sa poitrine comme un moteur diesel surchauffé, l'air salin de l'East River charriant l'odeur de rouille et de poisson pourri, tandis qu'il se fond dans la foule des ouvriers rentrant d'usine, col bleu taché de graisse et de sueur, ignorant que ce geste banal, dicté par un amour interdit et vorace, vient d'allumer la mèche d'une traque implacable. À des kilomètres de là, dans les bureaux sombres du FBI, au 69e étage du Federal Building à Manhattan, l'agent spécial Robert Lanfair, vétéran des enquêtes sur les Rosenberg, un homme aux yeux cernés par des nuits blanches et au costume froissé imprégné d'odeur de café noir et de cigarettes Chesterfield, trie méthodiquement une pile de courriers interceptés par la surveillance postale, ses doigts gantés de latex effleurant des enveloppes anodines, guettant le moindre indice dans cette guerre froide invisible où chaque timbre cache potentiellement
un micro-dos ou un message en one-time pad. Remontons le fil du temps, car l'histoire de Viktor Petrov n'est pas née cette nuit-là, mais dans les brumes gelées de Leningrad en 1949, où, sous les yeux perçants du colonel Rudolf Abel, alias William Fischer, maître des illégaux, il fut recruté dans les sous-sols humides du siège du KGB sur la Liteïny Prospect, l'air saturé d'odeurs de papier moisi et d'encre indélébile. Le bourdonnement des machines à coder ZIF-2 résonnant comme un essaim d'abeilles enragées. Victor, alors un linguiste de 28 ans au visage anguleux et aux mains fines d'intellectuel, sentit le froid de l'acier d'un Luger pressé contre sa tempe lors de l'entretien, le colonel murmurant d'une voix rauque imprégnée de tabac ukrainien « Tu seras John Peters, mécanicien chez General Electric à Schenectady, près du laboratoire de recherche atomique. Ton épouse fictive, une Irlandaise morte dans un accident, te couvrira. Pas d'amis, pas d'amour, seulement la patrie. » Et Victor signa, le stylo tremblant sur le contrat invisible du silence éternel, le poids de la mission, infiltrer le réseau de savants exilés soviétiques et exfiltrer des schémas de la bombe à hydrogène, s'abattant sur ses épaules comme une chape de plomb forgée dans les fours de Magnitogorsk. L'arrivée aux États-Unis, le 12 mars 1950, à 4 heures du matin, par un cargo banalisé, le SS Baltic Star, accostant au dock de Baltimore sous une pluie battante qui fouettait le pont comme des lanières de cuir mouillé. L'odeur de fuel lourd et de sel marin emplissant ses narines tandis qu'il descendait la passerelle glissante, faux passeport canadien en poche, valise samsonite contenant un émetteur à ondes courtes dissimulé dans un grille-pain factice. Le voyage en train vers New York, fenêtres embuées par la condensation de son souffle haletant, chaque sifflet de locomotive échoant comme un avertissement, et enfin l'appartement de Brooklyn, meublé de briques et de brocs chinés chez un brocanteur juif de Flatbush, où il déballa son équipement, crayon à encre sympathique, caméra Minox miniaturisée glissée dans un briquet Ronson et les listes de contacts codées en morse sur des bouts de film Kodak, le tout sous la lueur d'une lampe torche pour éviter les ombres suspectes aux fenêtres. Les premiers mois furent un supplice lent et méthodique, Victor adoptant la peau de John Peters, ouvrier aux usines GE, où l'air vrombissait du ronronnement des turbines à vapeur et puait l'huile chaude et le métal surchauffé, ses mains noircies par la graisse, manipulant des pièces de moteurs d'avion, F-86, sabre, écoutant les ragots des ingénieurs sur les essais nucléaires d'Eniwetok, chaque bribe d'information gravée dans sa mémoire comme un tatouage au fer rouge. Les nuits, il développait ses notes dans un placard transformé en labo photo clandestin. L'odeur piquante de l'acétate et du fixateur chimique lui brûlant les sinus, le cœur serré par la peur viscérale d'un voisin curieux ou d'un compteur électrique suspect. Puis vint Helena, le 17 octobre 1951, 19 heures, au dîner Polonia, où la vapeur des pierogis bouillants montait en volutes grasses sous les néons roses clignotants, ses cheveux blonds cascadant sur des épaules laiteuses, son accent slave trahissant des racines de Varsovie occupées, et Victor, attablé devant un bortsch fade, sentit une étincelle interdite s'allumer dans son ventre, ses yeux plongeant dans les siens verts, comme la forêt de Biélorussie, échangeant des mots anodins sur la pluie d'automne qui tambourinait sur les vitres embuées, ignorant que ce regard serait le premier fil de la toile qui l'enserrerait. Leur romance se déploya comme une fleur vénéneuse dans l'ombre des ruelles de Brooklyn. Premier baiser le 3 novembre, sous un porche ruisselant au coin de la 3e rue. Lèvres salées par la pluie et le désir refoulé. Le goût de son rouge à lèvres bon marché mêlé à celui de son propre sang, où il s'était mordu la langue pour ne pas gémir trop fort, peur que les murs aient des oreilles. Rendez-vous secret dans les parcs automnaux du Prospect Park, feuilles mortes craquant sous leurs pas comme des os brisés, l'odeur de terre humide et de châtaignes grillées masquant celle de leur sueur amoureuse, mains enlacées derrière les buissons,
chuchotements de promesses impossibles, tandis que Victor, le ventre noué par la trahison potentielle, glissait parfois des questions anodines sur les clients du dîner. Un physicien polonais exilé nommé Kowalczyk, contact potentiel pour des infos sur les radars. Les nuits chez elle, un studio minuscule à Coney Island où l'océan rugissait comme un monstre affamé au-delà des fenêtres fendillées, draps rêches imprégnés de son parfum bon marché et de leur étreinte fiévreuse, corps nu se heurtant dans l'urgence du temps volé, son gémissement étouffé dans l'oreiller pour ne pas alerter les voisins, et Victor, haletant, sentait le Makarov dissimulé sous le matelas comme un rappel glacial de sa double vie. Le plaisir charnel se muant en culpabilité acide qui lui rongeait les entrailles. Mais l'amour, ce traître aux multiples visages, commença à fissurer son armure de fer. En février 1953, lors d'une transmission radio clandestine depuis un grenier abandonné près du pont Verrazzano, l'émetteur bourdonnant comme un frelon piégé dans une boîte de conserve, ondes courtes crépitant dans l'air saturé d'ozone et de sueur froide, Victor omettant de mentionner Elena dans son rapport au centre, craignant que Moscou n'ordonne son élimination comme risque sentimental. Les drops avec d'autres agents, sacs plastifiés lestés de pierres immergées dans la baie de Jamaïca sous le couvert de la nuit noire, eau glacée mordant ses cuisses nues jusqu'à la moelle, remontant avec des instructions codées sur du papier pelure imprégné d'encre invisible révélée au fer à repasser, et toujours cette tentation lancinante de partager avec elle, de lui confier un fragment de vérité pour apaiser la solitude qui lui broyait le thorax comme un étau. La lettre du 15 juin fut le point de non-retour, posté à 22h47 dans cette boîte aux lettres anonymes, et Victor, rentrant chez lui d'un pas chancelant, s'effondra sur son lit étroit, l'odeur de lin défraîchi et de solitude l'enveloppant comme un linceul, ignorant que 48 heures plus tard, le 17 juin à 9h du matin, dans les laboratoires du FBI à Washington, l'enveloppe déjà ouverte par des ciseaux experts, l'agent Lamphere plissait les yeux sous ses lunettes à monture épaisse, humant l'encre fraîche et détectant une anomalie dans le timbre oblitéré. Un code postal de Brooklyn correspondant à une zone sous surveillance depuis l'affaire Rosenberg et surtout l'écriture manuscrite trahissant un accent slave subtil dans les boucles des E et des Xekni, analysées au microscope binoculaire Zeiss, prêté par l'armée, comparé à des échantillons de lettres interceptées d'agents soviétiques connus. La traque s'amorça comme une toile d'araignée se refermant inexorablement, le 18 juin à l'aube, équipe de surveillance du FBI. 4 agents en civil, chemises blanches amidonnées et chapeaux fedora rabattus, postés dans des voitures banalisées au coin de la rue Fulton, moteur au ralenti, exhalant une odeur ténue d'essence et d'huile brûlée. Jumelles braquées sur l'entrée de l'immeuble de Victor, tandis que l'enfer, dans une pièce enfumée du bureau de New York, décryptait le message avec l'aide d'un cryptographe exilé lituanien nommé Petrauskas, le crayon grattant frénétiquement sur un bloc-notes jauni. Faucon d'acier, égalant le pylône du pont de Brooklyn, géante endormie, désignant une statue connue des drops. L'interrogatoire d'Elena, le 20 juin à 14h, au dîner Polonia désert en pleine pause, agent en veston sombre, la pressant contre le comptoir Formica collant d'une sauce tomate séchée, son visage pâle se décomposant sous le flash des questions. Qui est John Peters? Cette lettre parle de rendez-vous secret. Et elle, tremblante, lèvres pincées sur le secret de leur amour, sentant la peur lui nouer les entrailles comme un garrot, odeur de friture rance et de son propre vomi remontant. Victor flaira le danger le 22 juin, lors d'une reconnaissance près du pont, vent salin fouettant son visage rasé de frais, goéland criard masquant le bourdonnement lointain d'un avion de surveillance T-33. Et il annula le drop, cœur martelant comme un tambour de guerre sibérienne, rentrant précipitamment pour détruire ses caches. Microfilms avalés et brûlés dans l'évier.
étincelles bleues dansant sur l'émail ébréché, fumée âcre s'échappant par la fenêtre entr'ouverte. Tandis que dehors, les agents notaient chaque mouvement. Kodak Brownie cliquant dans l'ombre d'une ruelle, flash muet capturant son profil hagard sous le réverbère. La tension culmina le 28 juin 1953, 3 heures du matin, Victor éveillé en sursaut par un bruit infime. Goutte d'eau ou pas feutrée? Son Makarov empoigné, canon froid contre sa paume moite, rampant vers la porte où l'ombre d'un imperméable sombre se profilait. Et la porte s'ouvrit dans un craquement de bois fracturé. Projecteur aveuglant balayant la pièce comme un soleil artificiel, voix tonitruante de l'agent spécial en chef. FBI, main en l'air. Peters ou Petrov, c'est fini. L'odeur de cordite fraîche d'un Colt. 45 armées emplissant l'air, Victor lâchant l'arme dans un cliquetis métallique, genoux heurtant le plancher poussiéreux, le poids de l'histoire et de sa faiblesse amoureuse s'abattant sur lui comme une avalanche de la taïga. L'arrestation s'étira en un lent cauchemar sensoriel, menottes d'acier mordant ses poignets, froid mordant comme les pinces d'un crabe d'Alaska, descente dans l'escalier sous les flashs des appareils photo, Sanfai. Voisins en pyjama froissés, murmurant dans l'escalier imprégné d'odeurs de choux aigres et de misère. Fourgon cellulaire cahotant sur les pavés de Manhattan, sirènes hurlant dans la nuit moite, et au Federal Building, salle d'interrogatoire aux murs nus suintant d'humidité, lumière crue d'un néon bourdonnant, l'enfer face à lui, fumée de camel montant en spirale vicieuse. Ta lettre d'amour à Elena Kowalski, Petrov, elle nous a menés droit à toi. Les Rosenberg ont chanté, Heianen a craqué à Berlin. Et toi, un baiser de trop. Victor, lèvres gercées, sentant le goût métallique du désespoir, balbutiant des dénégations en anglais approximatif, mais ses yeux trahissant la fissure, l'amour devenu le bourreau invisible. Les jours suivants se muèrent en un brouillard d'épuisement physique et moral, transferts en fourgon blindé vers la prison de Sing Sing, où l'air puait le désinfectant phénolé et la sueur rance des détenus, cellules aux barreaux rouillés grinçant sous la brise du Hudson, interrogatoires interminables, où les projecteurs chauffaient sa peau comme des fers à marquer, révélant sous sérum de vérité les noms de contact. Un officier de l'US Army à Fort Monmouth, des schémas de radar volés pour les SAM-2 soviétiques, et toujours, le fantôme d'Elena, sa lettre pliée dans un dossier classifié, preuve irréfutable de la faille humaine dans la machine du KGB. Après l'arrestation, le silence s'abattit comme une chape de plomb. Victor seul dans sa cellule. Le tic-tac d'une montre lointaine égrenant les heures dans l'obscurité poisseuse, corps rompu par les nuits sans sommeil, muscles noués par l'adrénaline résiduelle, esprit hanté par les images d'Elena, son rire perçant la brume du dîner, ses ongles griffant son dos dans l'urgence des étreintes, réalisant dans un sursaut viscéral que l'amour, ce feu volé aux ombres de la guerre froide, avait été plus mortel que n'importe quel agent double ou microfilm intercepté. Dehors, Lampfer rentrait chez lui à Falls Church, whisky pur sur glace craquante, le poids de la victoire amère sur les épaules, sachant que pour chaque Petrov arrêté, 10 autres tissaient leur toile dans l'ombre des gratte-ciel américains. Elena, interrogée de rechef le 5 juillet, sous un soleil de plomb écrasant le bitume de Brooklyn, yeux rougis par les larmes et les nuits blanches, avoua tout dans un flot de polonais mêlés d'anglais, l'odeur de son propre parfum fané lui rappelant les mensonges doux, emmenés en détention provisoire où les murs froids absorbaient ses sanglots. Ignorant que son rôle d'amante innocente la sauverait d'une peine plus lourde, mais briserait à jamais l'illusion d'une vie normale. Victor, jugé en novembre 1953 devant un tribunal fédéral aux lambris sombres, exhalant l'odeur de cire et de vieux cuir, chaîne aux pieds cliquetant comme un serpent à sonnette, plaida coupable sous la pression des preuves irréfutables. La lettre encadrée comme un trophée macabre,
condamné à 30 ans de détention, le marteau du juge résonnant comme un glas final, et dans le fourgon le ramenant à Alcatraz via Leavenworth. Il sentit enfin le vide absolu, le silence après la tempête, où chaque respiration lourde portait le regret d'un mot trop tendre, d'une enveloppe trop légère, ayant scellé son destin dans les archives de l'histoire froide. Le aftermath s'étendit des années. Victor, en cellule solitaire, mur de béton suintant d'humidité océanique, odeur de varech et de sel remontant des vagues fracassantes en contrebas, esprit dérivant vers les neiges de Leningrad, le colonel Abel exécuté en effigie dans les briefings du KGB, Elena déportée vers une vie anonyme dans le New Jersey, travaillant comme femme de ménage dans un motel routier, parfum de désinfectant masquant ses souvenirs, et l'enfer, promu, fumant sa dernière camelle en pensant à la fragilité des empires bâtis sur le secret, le poids de cette lettre d'amour résonnant encore dans les couloirs feutrés du pouvoir, rappel éternel que dans la guerre froide, le cœur humain reste l'arme la plus imprévisible et la plus fatale. Mais les ombres ne s'effaçaient pas si aisément. Dans la cellule d'Alcatraz, sous un ciel perpétuellement plombé, où les mouettes hurlaient leur famine au vent salin, Victor, le corps amaigri par les rations fades et l'humidité qui rongeait ses os comme un acide lent, fixait la fissure dans le mur de béton. Une veine grise suintant goutte à goutte le sel de l'océan, et dans ce rythme hypnotique, les mots de la lettre d'Helena revenaient, non plus comme un poison doux, mais comme une lame émoussée qui l'aiguisait nuit après nuit, imaginant ses yeux verts implorant pardon, ses lèvres murmurant des serments trahis. Chaque soir, quand les barreaux projetaient leurs ombres tordues sur le sol mouillé, un codétenu, un Irlandais au visage couturé de cicatrices de boxe clandestines, glissait un mégot de cigarette sous la porte. Et Victor, inhalant la fumée âcre qui montait en volutes fantômes, chuchotait à travers le mur. « Petrov n'était qu'un pion, dis-tu. Et si je te parlais des cargaisons qui dorment encore sous les quais de Baltimore ?» L'Irlandais riait bas, un rire rauque comme du gravier sous des bottes, mais Victor sentait le doute s'insinuer, une graine plantée dans la terre stérile de la prison, où chaque confidence murmurée creusait un tunnel invisible vers la liberté ou la vengeance. À des milliers de kilomètres, dans le motel du New Jersey, sous un néon clignotant « Vacancy » qui bourdonnait comme une guêpe mourante, Helena frottait les sols tachés de sueur et de regret, l'eau de javel piquant ses narines, masquant à peine l'odeur fantôme de Victor, tabac noir et après-rasage soviétique. La nuit, seule dans sa chambre aux murs tapissés de papier peint jauni, elle dépliait une photo volée, froissée comme son cœur, et les larmes coulaient, salées comme les embruns d'Alcatraz, qu'elle imaginait, ignorant que l'homme au comptoir, ce Polonais expatrié aux mains calleuses de Docker, la surveillait depuis des semaines, son regard glissant sur elle comme une caresse interdite, murmurant un soir, après un verre de vodka trop généreux, « Tu portes encore son parfum, Helena, mais les toiles se retissent toujours. » Petrov n'était pas le dernier fil. L'enfer, dans son bureau du FBI à Washington, sous les lambris cirés où flottait l'odeur persistante de cire d'abeille et de dossiers jaunis, allumait une camelle d'une main tremblante, la promotion récente alourdissant ses épaules comme un manteau de plomb. La lettre encadrée trônait sur son bureau, vert teinté de reflets accusateurs, et chaque nuit, revenant chez lui dans une maison vide où l'épouse avait fui les silences trop lourds, il revoyait les yeux d'Helena, non pas brisés, mais calculateurs, et un rapport frais atterrissait sur sa table. 10 ombres mouvantes à New York, cargaisons suspectes à Baltimore, un nom chuchoté, Abel, qui n'était qu'un leurre. Le téléphone sonnait tard, voix anonyme au bout du fil. « La toile est plus vaste, l'enfer. Ton trophée n'était qu'une mèche. » De l'autre côté de l'Atlantique, dans une datcha aux abords de Leningrad, sous la neige qui étouffait les pins comme un linceul blanc,
Un officier du KGB, moustache grise et yeux froids comme la Baltique gelée, relisait les archives, le poing serré sur une copie de la lettre. Non pas amour, mais code dissimulé dans les courbes des « et » et les points des « i », et ordonné à voix basse. Trouvez-la, retissez, le cœur brisé est le meilleur appât. Le vent hurlait dehors, portant l'écho d'un empire qui ne pardonnait pas, tandis que Victor, à Alcatraz, gravait dans le béton humide un « E » sanglant du bout des ongles, et Helena, au motel, glissait un billet dans la poche du docker, ignorant que le conflit, loin de s'éteindre, enflait dans les silences, prêt à consumer les empires de l'intérieur. Acte 3. La pluie martelait le toit du motel comme des balles perdues, transformant le parking en mare huileuse où les néons clignotants du Golden Gate Motel se reflétaient en éclats sanglants. Helena, dos au mur écaillé, sentait le souffle du docker sur sa nuque. Vodka et sueur salée. Ses doigts calleux effleurant la courbe de sa hanche, tandis qu'il murmurait, lèvres contre son oreille, « Petrov n'était qu'un fil, ma belle. Abel t'attend au port. Cargaison de minuit. » Elle se raidit, le billet froissé toujours dans sa poche, mais ses yeux qui avaient ensorcelé des empires, glissèrent vers la fenêtre embuée, où une ombre s'allongeait, silhouette trapue sous un tranche mouillé. Le Polonais ne vit rien. Il riait, main glissant plus bas, ignorant le canon froid d'un silencieux qui perçait la vitre, gouttes d'eau perlant sur le métal. À Washington, l'enfer écrasait sa camelle dans un cendrier débordant, la fumée âcre montant en volute vers le plafond jauni, tandis que la voix anonyme crachotait au téléphone. Elle est au motel, avec le Polonais. Abel n'est pas un leurre, c'est le nom de code pour la livraison. Bouge, ou le FBI deviendra une toile d'araignée. Ses doigts blanchirent sur le combiné, la lettre encadrée luisant sous la lampe de bureau comme un œil accusateur. Il se leva, manteau enfilé d'un geste sec, pneus hurlant sur l'asphalte trempé de Pennsylvania Avenue, phare balayant la nuit vers l'aéroport. Un hélico déjà réclamé, cœur battant au rythme d'un rapport déchiré. 10 ombres à New York, cargaison à Baltimore, et maintenant Helena, appât vivant dans la toile qui se resserrait. Sous la neige de Léningrad, la datcha craquait sous le vent sibérien, cheminée, crachant des étincelles dans la cheminée de pierre noire. L'officier du KGB, moustache grise, raidie par le froid, dépliait une carte chiffonnée, doigts noueux traçant les lignes d'un réseau transatlantique. Alcatraz au cœur, comme une araignée prisonnière. « Elle mord à l'appât », grogna-t-il à l'agent masqué dans l'ombre, voix basse comme un serment. Dehors, des ladas ronronnaient, Fares perçant le blizzard, convergeant vers un avion cargo à l'aéroport de Pulkovo, soute emplie de caisses marquées « Abel ». Non pas armes, mais code, formule, le fil qui relierait les empires brisés. Le poing s'abattit sur la table, verre de vodka renversé, coulant rouge comme du sang sur la copie de la lettre, courbe des « et » révélant enfin leur secret. Position, date. Le cœur d'Helena n'était qu'un leurre pour Victor. À Alcatraz, l'océan rugissait contre les remparts, vagues phosphorescentes léchant le béton, où Victor griffait toujours son « E » sanglant, ongles arrachés, laissant des traînées écarlates. La cellule puait l'iode et la pourriture, ampoule nue clignotant au-dessus de sa tête rasée. Mais ses lèvres remuaient en silence, psalmodiant les mots de la lettre, amour codé, appel à la fuite. Soudain, un gardien s'approcha, matraque claquant contre les barreaux. « Bouge pas, le Polac, visite spéciale. » Victor se redressa, chaîne tintant, ignorant que l'hélico de l'enfer survolait déjà la baie. Rotor fouettant la brume, tandis qu'au motel, le coup de feu étouffé traversa la vitre. Helena pivota, billet tombant au sol, le Polonais s'effondrant en gargouillis, poitrine explosée en corolle rouge. L'agent masqué entra, revolver fumant,
yeux froids comme la Baltique. Le cœur brisé retisse la toile, Helena. Victor attend. Elle sourit, main plongeant dans son sac. Non pour fuir, mais pour un second billet, glissé dans la poche de l'agent, tandis que les sirènes hurlaient au loin. L'enfer atterrit en trombe, flingue au poing, mais trop tard. La chambre vide, taches de sang et parfum persistant, une lettre froissée sur le lit. Les empires se consument de l'intérieur, l'enfer. Retrouve-nous à Abel. De l'autre côté, dans la datcha, l'officier leva son verre au vent hurlant, neige effaçant les traces des ladas partis pour l'Amérique. Victor, traîné hors de sa cellule sous les hurlements de l'océan, montait dans un bateau fantôme, chaîne brisée par des complices invisibles. La toile, retissée dans le sang et les silences, enveloppait le monde, empire consumé, non par le feu, mais par le parfum d'un amour fin, fil après fil, jusqu'à l'aube grise qui se levait sur un océan complice.